Chapitre 23, la chute du héros. Le Québec entier l'apprit avant même que la police ait fini de respirer. Ce ne fut ni un communiqué, ni une conférence de presse, ni une annonce officielle préparée derrière un pupitre. Ce fut pire que ça, parce que ce fut une histoire. Une histoire envoyée comme une contamination, partagée de téléphone en téléphone, de groupe en groupe, traversant les salles d'attente, les cuisines, les bureaux, les écoles, jusqu'à atteindre même ceux qui jurent ne jamais suivre l'actualité. Parce qu'elle avait un titre. Et au Québec, les histoires qui ont un titre voyagent plus vite que la neige. Sur les écrans apparut une vidéo courte, d'une propreté presque clinique. Le fond était noir, un carré noir occupait le centre, et une voix commença à parler avec ce calme parfait que tout le monde reconnaissait déjà. La même voix. Calme, neutre, impossible à situer. Elle ne salua personne. Elle dit simplement qu'aujourd'hui, elle racontait l'histoire du héros. Elle expliqua qu'un héros est une invention utile, une image qu'on colle sur un uniforme pour que les gens dorment mieux, pour que la peur trouve un visage rassurant. Selon elle, un héros est souvent un homme qui a survécu assez longtemps pour que ces zones grises deviennent invisibles. Puis elle ajouta que ce héros-là avait toujours eu quelque chose à se reprocher, et que c'était précisément pour cette raison qu'il était devenu un chapitre possible. Elle précisa qu'un héros n'est pas quelqu'un sans faute, mais quelqu'un dont la faute a été bien rangée sous une bonne version. La voix raconta alors le début de sa carrière. Elle parla d'un jeune policier courageux, travailleur, enthousiaste, le genre d'homme qu'on invite dans les écoles, qu'on montre dans les journaux locaux, qu'on photographie au centre d'un groupe avec un sourire franc. Elle insista sur le fait que cette partie-là était vraie, qu'il avait réellement aidé des gens, réellement sauvé des vies. Puis elle expliqua que sauver des vies ne protège pas toujours de celles qu'on perd. Elle évoqua un dossier ancien, un dossier banal en apparence, où un enfant avait parlé dans une cuisine trop silencieuse, avec les mots maladroits qu'un enfant peut trouver quand quelque chose ne va pas. Ce n'étaient pas des phrases parfaites, mais c'étaient des mots assez vrais pour mériter d'être entendus. Le policier avait entendu. Il avait compris. Mais il avait aussi vu la fatigue de sa journée, la pression des appels en attente, les supérieurs qui réclament des solutions rapides, et un adulte en face de lui qui parlait bien et offrait une version simple, rassurante, logique. Alors il avait choisi la décision la plus facile. Pas spectaculaire. Pas criminel au premier regard. Simplement raisonnable. Il avait écrit un rapport qui n'accusait personne, un rapport flou, prudent, une phrase qui protège la procédure plutôt que l'enfant. Une phrase qui disait en substance qu'il n'y avait pas assez pour agir. Et à partir de là, expliqua la voix, tout avait ralenti. Les suivis s'étaient espacés. Les recherches avaient perdu de l'énergie. Le système s'était endormi. L'enfant, lui, avait compris que parler ne servait à rien. La voix précisa que le policier n'avait pas tué l'enfant, mais qu'il avait volé sa chance d'être entendu, et que ce vol-là était parfois pire qu'un coup de couteau. Elle revint ensuite au présent. Elle rappela que des années plus tard, ce même homme avait refusé de falsifier un rapport et qu'il avait résisté à une pression interne. C'est cette résistance qui lui avait valu son image de héros. Mais, selon elle, une bonne action tardive n'efface pas une faute ancienne. Pas dans son récit. La voix rappela alors que la police avait menti en utilisant son nom, qu'elle l'avait déclaré en sécurité, protégé, sous contrôle, et que ce mensonge avait besoin d'un prix. Elle affirma qu'elle lui avait offert une chance d'être honnête, de parler, d'avouer ce qu'il avait laissé passer autrefois. Il aurait pu dire la vérité, reconnaître sa faute, ouvrir la porte lui-même. Au lieu de ça, il avait fui. Et pour elle, fuir revenait à confirmer qu'il refusait encore de regarder en face ce qu'il portait depuis des années. Elle conclut que chaque victime de son histoire porte une faute, que chaque chapitre a une raison d'exister, et que le héros n'était pas mort uniquement pour punir un mensonge policier. Il était mort parce qu'il portait déjà cette faute comme une pierre dans sa poche, oubliée jusqu'au jour où elle l'entraîne au fond. La vidéo se termina sans musique, sans images choquantes, seulement sur le noir et le carré central. Rien de plus. Et ce rien pesa lourd. Partout au Québec, les réactions explosèrent. Certains crièrent au scandale, d'autres dirent que c'était enfin la vérité, beaucoup défendirent la police pendant que d'autres l'accusaient.
Dans les cafés, dans les bus, dans les couloirs d'école, le même murmure revenait sans cesse, toujours la même question répétée à voix basse. Si c'est vrai, combien d'autres? Yvon Tremblay regarda la vidéo une seule fois. Il n'avait pas besoin de la revoir pour comprendre. Le narrateur venait de faire quelque chose de plus dangereux qu'un meurtre discret. Il venait de transformer une mort en légende. Il avait pris une vie réelle et l'avait convertie en histoire publique, en symbole que tout le monde pouvait partager, commenter, interpréter. Il ne cherchait plus un lecteur. Il cherchait un public. Et un public, ça ne se contrôle pas. Poutine regarda l'écran, puis Yvon, puis la porte, comme s'il sentait que la prochaine page arriverait encore plus vite que les précédentes. Yvon, lui, resta froid. Il devait rester froid. Parce que maintenant, la panique ne tuerait pas seulement des victimes. Elle pourrait briser une province entière.